Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Maud et Mouad qui sont les cofondateurs de Petits Pas de Géants que vous retrouvez sur Petit au pluriel, pas de géant au singulier. Il n'y a qu'un seul géant qui fait beaucoup de pas. .com, petitpasdegéant.com. Petitpasdegéant.com, c'est un revendeur multimarque en ligne uniquement. De chaussures, souliers pour les enfants. Ça va de la naissance jusqu'au collège. À peu près, c'est ça. Ouais. Est-ce que je l'ai bien défini? Très bien. Très tu bien. peux préciser que ce sont des chaussons et des chaussures respectueuses des enfants. Avec 6 critères assez importants que vous respectez dans le choix des marques que vous distribuez, des modèles que vous distribuez. Mais il n'y a pas que ça. Je veux bien que tu rapproches un tout petit peu le micro de toi, et ce sera encore mieux. Il n'y a pas que ça. C'est une boîte que vous avez fondée en couple, dès le début, lors de la naissance ou juste après la naissance de votre premier enfant, Imran, qu'on salue, qui fait des études à Bordeaux. Vous êtes aujourd'hui implanté. Vous êtes autofinancé depuis le départ. C'est toi, Mouad, qui a développé le premier site. Alors, c'était fait une école de commerce, mon pauvre, sur les maquettes de Maud, qui est illustratrice, et j'imagine que les illustrations qu'on voit sur le site sont les tiennes? En partie, oui. En partie. Ouais. J'ai travaillé cette fois avec la coopération d'un autre illustrateur. Cette fois? Cette fois-là. Ok. Non, cette fois-là. Cette fois-là, avec la coopération d'un autre illustrateur. Donc, c'est une boîte que vous avez fondée il y a 19 ans, en 2006, sur laquelle vous étiez... Alors, c'était un side project qui est rapidement passé full-time pour toi, Mouad, et que toi, tu as rejoint en 2019, Maud. La boîte a tranquillement fait une petite croissance en famille, en autofinancement, c'est super, avec une énorme accélération, parce qu'en 2019, vous faites 600 000 euros de chiffre d'affaires. En 2024, 5 ans plus tard, vous faites plus de 6 millions, 6 millions 6. C'est vraiment un x10 en l'espace de quelques années à peine. Une accélération que vous allez me raconter. Et j'ai plein de questions. La première, l'un des sujets qu'on abordera, c'est comment est-ce qu'on accompagne un enfant, comment est-ce qu'on se fait découvrir, et puis qu'on accompagne, enfin, je dis l'enfant, mais c'est les parents, de la naissance et si possible jusqu'au lycée. En plus, vous avez 19 ans, donc il est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient depuis plusieurs années. Et puis comment on renouvelle son audience avec un deuxième, un troisième enfant pour les familles qui font ce choix. C'est une histoire d'autofinancement, je trouve ça intéressant. C'est une histoire aussi pas évidente, parce que on parlera des contrats ou pas que vous avez avec les marques que vous distribuez. C'est des marques assez, pour certaines très connues comme Kickers, d'autres qui le sont un peu moins. On parlera du choix des produits, puisqu'il y a 6 critères pour lesquels vous choisissez des produits. Il y a même des produits que vous faites refaire, vous faites customiser par les marques, notamment même des marques comme Kickers, pour que ça corresponde exactement à vos critères. Ouais. Bref, ça fait plein de points à aborder. Je fais un petit un aparté avant de commencer, mais on s'est croisés à deux reprises déjà. Ouais, 2-3 reprises. 2-3 reprises lors des événements du panier. Je crois que vous écoutez de temps en temps le panier depuis longtemps. Ouais. On fait beaucoup d'allers-retours Bordeaux-Limoges, où sont nos équipes. Et pendant les trajets, on écoute les émissions. Ça permet de discuter, de voir ce que font les autres. Franchement, c'est très intéressant. Et surtout, ça permet de se rencontrer. Moi, j'adore rencontrer des auditeurs qui ont des histoires comme la vôtre, qui est superbe. On a un setup un peu particulier aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise à la fin, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça enregistre. Vous fondez ça il y a 19 ans, peu après la naissance d'Imran. Ouais. Pourquoi ? Donc Imran, il avait la chance de grandir beaucoup pieds nus, parce qu'à l'époque, j'étais illustratrice et je travaillais depuis chez nous. On était un jeune couple, jeune diplômé, jeunes parents, enfin tout jeune. Et Imran, il était à côté de moi pendant que je travaillais. Il était ce qu'on appellerait aujourd'hui totalement en motricité libre. Et je voyais que sa motricité était excellente. Et puis, à un moment donné, on s'est quand même dit qu'il fallait lui mettre des chaussures pour aller en extérieur, pour protéger ses pieds. Et puis, sur tous les conseils des grands-mères aussi. Mais chausse-le, cet enfant. Et en allant en magasin, en fait, on s'est rendu compte que toutes les propositions, toutes les chaussures qu'on lui essayait, il s'asseyait par terre, il refusait de marcher, il pleurait. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'en les prenant dans les mains, ces chaussures-là, je me disais, mais comment on peut autant contraindre le pied d'un enfant? Pourquoi des chaussures si lourdes, si dures, et qui n'ont même pas la forme de son pied? Enfin, ça me semblait assez aberrant. Du coup, on est reparti sans chaussures. Mais quand je suis rentrée, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans d'autres pays. Voilà. Principalement au Canada
et aux États-Unis. Et là-bas, je me suis rendu compte que le discours autour de la chaussure de l'enfant, il était différent. Il n'était pas du tout ce qu'on nous disait, nous, en France. Il fallait une chaussure très légère, il fallait une chaussure souple, il fallait laisser l'enfant marcher librement. Et je me suis dit, mais j'imagine que c'est exactement ça qu'il faut pour mon bébé. Et on les a commandés. Et vous les avez commandés. Alors, moi, je me souviens quand j'étais gamin, c'est ma grand-mère là qui disait qu'il fallait une chaussure. Enfin, elle m'envoyait d'ailleurs chez le chausseur. Le chausseur, non mais le médecin, orthopédique, bref, oui, ouais. Et qui prenait une empreinte du pied, et puis je suis terminé avec des chaussures qui étaient un sabot en fait, dur, voûte plantaire, un enfer pour aller jouer dans la jouer dehors. Et donc ce type de chaussures, avec les critères que vous avez, vous les trouvez au Canada? Ouais, à l'époque, donc on les a trouvés que outre-Atlantique. Il y en avait pas du tout ni en France ni en Europe proche. Donc on a décidé de les faire venir. On a attendu un peu, elles sont arrivées au pied de mon bébé. Il a marché exactement comme s'il était pieds nus, sauf qu'il était chaussé, et donc c'était beaucoup plus facile pour aller se promener au parc, dans la rue. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça n'existe pas en France ? Il faudrait ça. Et donc, j'ai commencé à l'époque, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux tels qu'on connaît maintenant. Parce que repartons en 2006, c'était... En 2006, il n'y avait pas l'iPhone, hein, c'est 2007 l'iPhone. J'en ai aucune idée, mais il n'y avait pas de réseau. Ouais. Ce qu'il y avait, c'était des forums. Donc, tu avais des forums type, pour ceux qui ont connu, Magique Maman, Doctissimo. Voilà, c'était des forums. Et donc, j'étais assez active sur ces forums-là par rapport à l'éducation de mon enfant, le maternage proximal, les besoins de l'enfant. Et le maternage proximal ? Ouais. Tu m'expliques ? Le maternage proximal, c'est le fait de garder son enfant au plus proche de soi en respectant son rythme. Voilà, que ce soit son sommeil alimentaire, ses jeux, sa motricité. Voilà. Et donc, j'essayais d'être une maman la plus maternante possible pour ce bébé. J'étais vraiment une jeune maman. J'avais 24 ans. Et donc, en échangeant avec d'autres mamans de tous ces sujets-là sur l'éducation, le respect de l'enfant, je leur ai parlé de ma découverte. Je leur ai dit, mais regardez ce que j'ai trouvé. Et ça en intéressait beaucoup. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce qu'en fait, je leur ai dit, si vous voulez, je peux en faire venir. Je peux en faire venir en France. On n'a qu'à s'organiser une commande groupée. Et comme ça évitera de faire venir les chaussures une par une. Et voilà. Et sauf que pour pouvoir organiser ça, il fallait qu'on ait un support technique avec un catalogue à présenter. Pour que les gens puissent voir en français un petit peu à quoi ressemblaient ces chaussures-là, parce qu'en allant sur les sites américains, tout le monde ne maîtrisait pas l'anglais à comprendre les spécificités des chaussures. Donc voilà, j'ai un peu dessiné le site tel que je l'imaginais à l'époque, et moi de la coder. Donc avec... les moyens du bord, déjà. Les moyens du bord. Parce qu'en 2006, il n'y a pas de CMS. Hein. Shopify pas va être créé, je crois. Je n'ai plus la date exactement de création. Mais... C'est quasiment, oui. Il y avait du OS Commerce à l'époque. Mais donc, oui, le site développé avec du HTML, PHP, SQL. 2006, la création de Shopify. Oui. Donc, on n'avait pas encore connaissance de l'existence. Et donc, oui, Maud, elle a dessiné, on va dire, la présentation, et moi, j'ai mis en forme sur le site. Il y avait déjà, à l'époque, PayPal qui avait facilité, on va dire, l'achat en ligne, la transaction en ligne, ouais. Pour le paiement direct en ligne. Donc, c'était, on va dire, la partie la plus compliquée de l'affaire. Et sinon, oui, on a lancé le site. Avec la proposition du catalogue, on va dire, entier des marques, et les parents, à l'époque, ils pouvaient attendre, et donc on faisait des commandes régulières, une marque on faisait toutes les 2 semaines, et une autre tous les mois. Donc les clients, ils attendaient en moyenne 3-4 semaines. Tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est un temps où on n'était pas habitué à être livré en 24 heures. Oui.
Bon, ensuite, pour un enfant, on peut attendre. On regrette en tant qu'e-commerçant. La caméra sera sur vous, chères auditrices, chers auditeurs. Si vous regardez le panier sur YouTube, vous pourrez voir Maude. Vous expliquer les 6 critères, mais tu vas le faire aussi à l'oral pour ceux qui nous écoutent. Okay. Les 6 critères sur lesquels vous choisissez des chaussures. Ok, donc on a 6 critères et on n'en démord pas. C'est-à-dire que même des modèles où il manquerait un critère, on ne le propose pas. Toutes nos chaussures, elles sont souple, donc ça c'était notre critère numéro 1. Donc il faut vraiment que la semelle puisse se plier en arrondi comme ça et non pas juste se casser en deux. Il faut que l'arrière au niveau du talon soit très souple, donc on dit qu'il n'y a pas de contrefort. Contrefort, il faut pas de contrefort. Ouais, la pièce arrière là, elle s'appellerait le contrefort, donc il en faut pas. Il faut que la semelle extérieure soit complètement plate, pas de petites talonnettes, pas d'élévation, on appelle ça un drop, donc pas de drop. Qu'on connaît bien en running, où il y a un drop fort entre l'arrière et l'avant. Amorti. Ou alors un arrondi. Ouais. Donc une semelle vraiment plate. À l'intérieur de la chaussure, il faut que la semelle, elle aussi, soit complètement plate. Pourquoi ? Parce que à l'époque, donc si on repart en 2006, il y avait une croyance qui était qu'il fallait surélever en fait le pied de l'enfant. Parce que l'enfant, il naît avec un petit coussinet de graisse sous son pied, c'est complètement naturel, et c'est seulement vers 4-5 ans que son arc plantaire va se former, et qu'on va voir apparaître la voûte plantaire. Or, à l'époque... C'est un processus qui se fait naturellement. Naturellement, donc qui n'a pas besoin de soutien ou d'aide ou d'accélération. Ah ouais. Et même au contraire, c'est assez délétère. Et donc à l'époque, on rajoutait en fait, et c'est même encore le cas sur certaines chaussures malheureusement, on rajoutait un volume ici, une bosse, pour aller... Comme on dit ici, c'est au niveau de la voûte plantaire, donc là où on a un creux, nous adultes. Exactement. Imaginez la semelle intérieure de votre chaussure, il y a une bosse qui est placée sous le pied de l'enfant pour essayer de le surélever, en espérant que par miracle, ça va creuser le pied plus vite. Déjà, le pied n'a pas besoin d'être creusé plus vite. Et en plus, c'est hyper désagréable pour l'enfant d'avoir cette bosse sous le pied toute la journée. Comme si nous, on marchait avec une bosse à un autre endroit que là où elle est actuellement. Voilà, c'est ça. C'est complètement désagréable. Ok. Critère suivant, il faut qu'il y ait une largeur suffisante au niveau de l'avant de la chaussure. Donc, on appelle ça la toe box, comme les orteils. Et il faut que ce soit assez large pour que l'enfant puisse vraiment bouger ses orteils et soit pas... avec les orteils serrés les uns contre les autres. Okay. Ça donne une forme un peu particulière, légèrement asymétrique, à laquelle on n'est pas forcément habitué au départ, mais les enfants ils trouvent un confort incroyable. Et dernier critère, il faut qu'elle soit très légère. Parce qu'on ne veut pas mettre des poids aux pieds de nos enfants, ils découvrent la marche, ils n'ont même pas encore leur équilibre, et on leur ajoute déjà des poids à leur énormément de contraintes, de la rigidité, des bosses. C'est ça. Parce que dans l'idéal, pour que l'enfant il apprenne, entre guillemets, à marcher, c'est qu'il soit pieds nus. Et le but de la chaussure, c'est que le protéger on va dire, du froid, des aspérités, s'il y a des cailloux, des choses. La chaussure, elle n'a pas de but à aider à marcher ou à l'assister ou à accélérer la chose. Pardon. Compris. Donc vous lancez en 2006. À la base, c'est de la commande groupée avec un peu d'attente parce que on peut se permettre à l'époque d'attendre. Toi, Maude, tu gardes une activité, tu changes d'activité à cette époque, mais tu gardes une activité jusqu'en 2019. Mais tu fais ça le soir, tu fais ça avec moi, vous faites ça, vous en parlez le week-end et c'est toi qui exécutes moi le reste de la semaine. Enfin. Donc moi, j'ai dans un premier temps travaillé à temps plein pour faire démarrer Petit Pas de Géant pendant 3 ans, pendant à peu près 3-4 ans. Donc 2006, on lance Petit Pas de Géant. 2008, on a eu notre deuxième enfant, une fille, Maëra. Et après sa naissance, en fait, j'ai eu besoin de reprendre des études et je me suis formée pour devenir sage-femme. Ça veut dire que en parallèle, j'avais dans un premier temps mes études de sage-femme, mes 2 jeunes enfants
et l'entreprise. Donc j'ai dû vraiment beaucoup me reposer sur Moad. Dans grande partie le service client. Donc Ouais, je m'occupais beaucoup du service client à ce moment-là. Et donc je me suis beaucoup reposée sur Moad. Et quand vraiment j'ai commencé à avoir de plus en plus de stages et à travailler réellement en tant que sage-femme, donc avoir des gardes de jour, de nuit, de week-end, les vacances, on a pris notre premier salarié pour essayer de remplacer un peu tout ce que je pouvais plus Tout ce faire. que tu pouvais plus faire. Mais donc vous aviez les moyens de le faire. À ce moment-là, ouais. Juste pour être clair et transparent, donc oui. vous aviez deux salaires, en gros le tien et celui d'un employé dans ces années, sachant que quand on est fondateur, chers auditrices, chers auditeurs, qui ne l'auraient pas été, on est le dernier à se payer en général, on paye si on peut, voilà. On se défraye le cas échéant. Nous, voilà. L'activité depuis le départ, on va dire, dès la fin de l'année, on pouvait, on va dire, se dégager un salaire pour nous deux, on va dire. Ok. Ouais. En quelques mots, entre donc 2010 où tu reprends tes études et vous prenez cet employé, c'est ça, 2010 à peu près, ouais, c'est ça. Et 2019, quand tu réintègres plein temps l'entreprise, on passe de donc quelques marques et ses commandes groupées avec un mois d'attente ou quelques semaines ou quelques jours d'attente. À quoi en 2019? Vous faites 600 000 € de chiffre d'affaires, si j'ai pas de bêtises, en 2019, c'est ça? Oui. On est passé à peut-être une quinzaine de marques. On avait encore 2-3 marques pour lesquelles on proposait encore la commande, on va dire, avec délai. Mais la plupart des autres marques, on avait... C'est devenu à la mode, ça s'appelle de la précommande maintenant. Oui, c'est devenu à la mode. Entre-temps. Oui. Il y a même le pendant négatif du dropshipping, mais c'était pas du dropshipping parce que c'était les marques avec lesquelles on travaillait, elles fabriquaient à la commande. C'était pas sur stock. Sur étagère. Okay. Ouais, voilà. Donc tu as dit une vingtaine de marques, 19, c'est ça? Oui. Juste aujourd'hui, pour info, c'est 35 marques. Ouais, 36. C'est ça, 36 marques. 35, 36. Donc 19 marques. Des employés en 2019? En 2019, c'était toujours un Deux seul. personnes. Oui. Enfin, de toi plus un employé. Oui. Okay. Oui. Jérémy qui est avec nous depuis maintenant au moins 2010. Ouais. Qu'on salue. Bon, et donc 2019 et 2020 avec le Covid, grosse accélération. Ouais. Et toi, Maud, tu rejoins... En 2019, on s'est rendu compte en fait que l'activité a marché un petit peu moins bien. C'était beaucoup plus difficile. Et on s'est dit que pour essayer de relancer l'activité, il fallait peut-être quand même s'occuper des réseaux sociaux. Donc, j'ai la grande chance d'avoir une petite sœur, on a 14 ans d'écart. Et elle m'a dit, mais c'est bizarre, Maud, t'as un e-commerce, t'as même pas de compte Instagram. Il faudrait que vous en créiez un, parce que moi, j'échange avec les marques sur Insta. Je me dis, ok, je sais même pas ce que c'est, donc j'installe l'application, j'achète une formation et je me forme pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est une marque sur Instagram. Et donc, on lance notre compte Insta en juillet 2019. Ok. À partir de là, on a commencé à avoir une activité qui était un peu relancée. Et puis est arrivé mars 2020, tout le monde s'en rappelle, et le Covid. Et le Covid, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Les magasins physiques de chaussures étaient fermés parce que considérés comme non essentiels. Sauf que autant un adulte peut se permettre d'attendre 3, 4, 6 mois avant de se racheter une paire de chaussures, c'est pas très grave. Par contre, pour un enfant qui change de pointure, on peut pas lui dire « attends dans 4 mois ». Et donc, les parents se sont retrouvés vraiment sans solution à devoir de toute façon commander sur Internet. Parce qu'on a eu la chance que, en tout cas la Poste, ils ont continué à travailler pendant le Covid. Il y avait peut-être plus de délai, mais ils ont continué à livrer. Et ce on a mis en place sur Petit Pas de Géant presque depuis le début, c'est une aide au choix du modèle et de la pointure. Et donc, pour des parents qui devaient commander à distance, c'était
très rassurant de se dire, en rentrant les mesures des pieds de mon enfant, en rentrant le type de morphologie de son pied, en rentrant à quel niveau de motricité il en est en ce moment, Petit Pas de Géant va me suggérer des modèles qui sont automatiquement adaptés à son pied. Plutôt que d'acheter à l'aveugle sur un site internet qui n'aurait pas eu tout ça. Et là, le bouche à oreille a été incroyable. On a été complètement submergés parce que le stock dans la chaussure enfant, on doit l'acheter 6 à 9 mois à l'avance. 6 à 9 mois à l'avance ? Ouais. Pourquoi ? C'est normal ou c'est... Ouais, Oui, c'est l'activité, il y a 2 saisons. Il y a le printemps, été, automne, hiver. Et donc, chaque saison, on commande 6 mois au moins à l'avance. Ok. Donc, les chaussures qu'on est en train de vendre en ce moment, on les a commandées en juin, juillet, août de l'année dernière. Ok. Et donc, c'était pour dire que la plupart des marques avec lesquelles on travaille, il n'y a pas de réassort. Donc, tu fais ta commande à l'année ? Ouais. À la saison. Tu fais ta commande à la saison et tu fonctionnes sur stock. Que pendant le Covid, rapidement, on était un peu en difficulté par rapport aux disponibilités. Mais quand même une grosse croissance, parce que vous êtes disponible en ligne, qu'on doit changer régulièrement de chaussures pour ses enfants. On le sait tous, ceux qui ont eu des enfants, ou qui en ont, et qu'on peut pas attendre. Tu peux pas attendre que les magasins réouvrent. Et donc là, une grosse croissance, et c'est le moment où tu reviens, tu lances Instagram. Je fais, alors c'est Petit Pas de Géant comme le site, donc petit au pluriel et géant au singulier, Petit Pas de Géant sur Insta. Aujourd'hui, 90 000, 85 000, je crois, 83 000. Je suis un peu marseillais. Ouais. 83 000 followers. Un jour. Comment on fait 80 000 followers en 4 ans ? La première année, on a réussi à avoir 10 000 abonnés. C'est énormément de travail. C'est aujourd'hui pourquoi j'arrive plus à cumuler mon travail de sage-femme et Petit Pas de Géant. C'est essentiellement pour ça, parce que c'est un temps plein plus que temps plein, et ce sont des contraintes que nous avons décidé de nous mettre. C'est-à-dire qu'on répond à chaque message, chaque commentaire, chaque DM. Et c'est pas juste répondre, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner, personnaliser nos réponses à chaque question de parents. Et c'est tellement chronophage. Mais c'est aussi quelque part quelque chose que les parents ne trouvent pas ailleurs. Et le bouche à oreille, c'est notre principal canal d'acquisition aujourd'hui. Bouche à oreille, principal canal d'acquisition. Ouais. Juste ton rythme et aujourd'hui ton mode opératoire pour les réseaux sociaux. On poste 3 fois par semaine sur Insta. Ok. Toujours au même jour, lundi, mercredi. Reels, stories, post. Lundi. Ouais, on essaye de un de chaque par semaine ou les. Ok. Ça dépend. Là, par exemple, en ce moment, on est printemps et donc c'est les sorties de collection. On a un petit peu plus de Reels à montrer avec des vidéos, et parfois on va faire plus de l'éducation à la santé, et donc dans ce cas-là, ça va être plus post avec des carousels. Puis bon, il faut s'adapter à Insta parce qu'ils changent aussi très souvent leurs demandes, leur algorithme. Mais ouais, on essaie de poster au moins 3 fois par semaine sur le feed. Et par contre, en story, c'est tous les jours. Et la chance qu'on a, c'est que les parents, quand ils reçoivent les chaussures de leur enfant, nous envoient très souvent des petites vidéos, des photos, le sourire de leur enfant, un petit mot. Et quand eux le mettent sur Instagram, nous, on peut le repartager. Et donc, ça anime comme ça la communauté. Les parents peuvent voir quel modèle existe. Voilà, donc, on alterne éducation à la santé, présentation de collection, témoignages de parents. Et on essaye aussi de toucher beaucoup les professionnels de santé. Et tu fais des assets différents pour Insta et pour TikTok ? Ouais, mais TikTok, c'est pas du tout moi qui m'en occupe. J'ai ma collègue Jessica qui s'occupe du... Comment on pourrait dire ça ? Communication marketing. Ouais. Et elle est plus jeune, bien plus jeune que moi. Et je lui ai dit, TikTok, ok, pourquoi pas. Mais vas-y, c'est toi qui t'en occupe. Et donc, elle fait ça. Et elle fait effectivement que du contenu différent. Ok. Et c'est très récent pour TikTok. C'est même pas 1 an. Ouais, ça fait quelques mois. Ok. Super. On n'y croyait pas trop à TikTok parce que pour nous, c'était plus des jeunes et pas forcément déjà des parents. Et on se rend compte que non.
Je reviens sur donc 2020, pardon, je mange mes mots, l'accélération. Vous allez convaincre plus de marques encore d'arriver à vendre, enfin en tout cas vous allez référencer plus de marques. Comment se passe votre relation avec les marques? Parmi les sujets que je voulais aborder, c'est que vous êtes un revendeur multimarque, vous n'avez pas de marque en propre. Est-ce que vous avez des contrats d'exclusivité? Comment est-ce qu'on fait la diff? Donc j'ai compris qu'il y a l'aide au choix, l'accompagnement, le formulaire, que je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, à les tester avec ou sans enfants sur le site petitpatgéant.com et vous avez aide-moi à choisir tout en haut à gauche, le bouton orange, pas mal fait. Mais donc je reviens à ma question. Il faut convaincre les marques. Vous avez des relations. Il faut négocier des exclus, des contrats. Comment? Aujourd'hui, on a quasiment, on n'a pas de contrat avec les marques. Pendant très longtemps, on va dire dans la longue vie de Petit Pas de Géant, on devait batailler pour intégrer telle ou telle marque. Aujourd'hui, on va dire depuis 3-4 ans, la tendance elle est un peu inversée, où on est de plus en plus contacté par des marques pour être revendu sur Petit Pas de Géant. On va dire avant 2019-2020, on intégrait 2-3 marques par an, parce que c'était beaucoup plus compliqué de trouver des marques qui répondent à nos critères, tous les critères que Model a présentés. Ce qu'on avait un peu comme difficulté, c'est que nous, depuis le départ, on propose des chaussures respectueuses pour les enfants. Et ce qu'on avait comme crainte, c'est que si on proposait des marques qui, dans leur catalogue, c'est un peu mélangé, où il y a des modèles qui respectent et d'autres qui ne respectent pas, que ça crée une confusion dans la perception chez le client. Okay. Mais à partir d'un moment, on a sauté le pas parce que oui, on a sauté le pas dans le sens où maintenant on propose, on va dire toutes les marques, mais on fait une sélection. Par exemple, pour Kickers, on ne propose pas tous les modèles que eux proposent dans leur catalogue. On va dire à chaque présentation de sélection, à chaque présentation de collection, nous, on fait notre sélection, donc par rapport à nos critères. Et vous arrivez même, du coup, à faire modifier des modèles pour faire des partenariats Petit Pas de Géant by Kickers ou Petit Pas de Géant par... Aster, Naturino. Toutes ces marques qu'on a croisées quand on a chaussé nos enfants. Exactement. Ça date de quand? Comment est-ce que Petit Pas de Géant, qui est une petite entreprise entre Limoges et Bordeaux, arrive à dire à Kickers, change ta semelle? En fait, comment ça a démarré tout ça? Je pense qu'au départ, c'est même Kickers qui nous a dit si vous voulez, on peut essayer de faire des adaptations, parce qu'ils nous présentaient leur catalogue. Ils avaient quand même envie d'être revendus sur Petit Pas de Géant, et nous, on leur expliquait votre modèle, il correspond pas à nos critères. Et donc, même si on aime la marque, nous, on pourra jamais le présenter aux parents parce que on considère pas que ce sont des chaussures entièrement respectueuses des pieds des enfants. Et donc, ils nous ont dit, OK, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez présenter nos modèles aux parents? Et donc, par exemple, pour Kickers, qui avait dans la plupart de ces modèles un soutien au niveau de la voûte plantaire, un soutien artificiel. Ce fameux petit coussinet de graisse que les enfants ont et qui disparaît tout seul vers 4 ans. Exactement. Eux rajoutaient en fait une petite mousse dans la semelle pour le surélever. Et nous, on leur a dit, OK, nous, on veut bien présenter vos modèles. Effectivement, ils sont souples, ils ont tous nos autres critères sauf celui-ci. Et ils ont dit, OK, pas de problème. On va vous faire des semelles pour vous. Et c'est même eux qui nous ont dit, est-ce que vous voulez que ce soit estampillé Kickers by Petit Pas de Géant? OK. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. OK. Et après, une fois qu'on a commencé comme ça avec Kickers, d'autres marques ont dit ah ouais, mais on a vu que vous faisiez ça avec Kickers, vous accepteriez aussi de nous donner quelques conseils par rapport à nos modèles? Et donc, il y a des marques comme ça qui nous contactent, avec qui on a fait ou non des partenariats.
mais à qui on explique un petit peu quelles modifications ils pourraient apporter sur les chaussures. Et si ça nous convient, on peut les revendre. Est-ce que vous avez dans ce cas un contrat d'exclusivité ou peut-être même limité dans le temps, mais sur la chaussure adaptée à Petit Pas de Géant? Non, on n'a pas de contrat d'exclusivité. Donc nous, l'objectif, on va dire... La mission de Petit Pas de Géant, c'est que les enfants, ils soient bien chaussés. Donc, c'est sûr qu'au niveau commercial, on est content d'avoir écrit sur le site en exclusivité sur Petit Pas de Géant, mais si au bout de 2-3 ans, c'est proposé à d'autres revendeurs, ça ne nous pose pas de problème. Et puis c'est peut-être parfois une manière d'aller aussi plus vite dans des développements, de ne pas intégrer les départements légaux dans ce genre de discussion. Oui, on n'a pas encore les épaules pour avoir ce genre de département. Okay. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a plus de propositions de couleurs, on va dire. Par exemple, ce modèle, même si on le trouve aujourd'hui dans le commerce en bleu marine et en camel, nous, on l'a dans 50 coloris différents. Okay. Donc, ça rajoute une certaine exclusivité. Je découvre en me baladant sur Internet que Kickers est une marque française, en fait. Ouais. Qui appartient maintenant au groupe Royer, mais qui a été fondée en 1970. C'est assez moderne comme nom, Kickers. Je suis étonné, ça, 1970, c'est tôt, c'était un peu visionnaire. Ok, il y a beaucoup de modèles qui sont des modèles propres à Petit Pas de Géant. Il y a 3-4 marques, et dans ces marques-là, il y a bien peut-être 5-6 modèles pour chaque marque. Ok. Et on est toujours aujourd'hui à priori 2 commandes par an, par Adréassor. Et donc dans 80% on va dire, de notre business, c'est un peu ça. Donc tu as un enjeu de prédiction des tailles, des choix, des couleurs. Oui. C'est difficile. Et vous faites de la promo? Non. Vous faites des soldes? Ah oui, ça, ouais. Ok, pour écouler. Oui, on fait des soldes, on fait de la résistance par rapport au Black Friday, mais on s'y met quand même. Parfois, il faut y aller. Oui. Et en fait, c'est une vraie problématique, là, les commandes à l'avance, sachant qu'on a eu pendant très longtemps une activité avec une progression très douce, et que depuis 2020, donc depuis le Covid, la progression, elle est beaucoup plus importante, et du coup, elle est beaucoup plus compliquée pour gérer. C'est que nous, comme on a dit, on a toujours été rentable, et on n'a pas pour objectif de se retrouver avec plein de stocks en fin de saison. Donc, on continue à faire des commandes très, on va dire, mesuré, pas très au goût des personnes qui s'occupent de la relation client, parce qu'on a beaucoup de... oui. Ils auraient voulu le modèle doré en 23. Bien sûr, il y a tous les autres coloris, une vingtaine d'autres coloris disponibles, mais eux ne veulent que le doré en 23. Et bien sûr, au bout de 15 jours, il est épuisé. Et on ne peut pas faire de restock. Donc, ça veut dire gérer de la frustration. Et c'est pas facile. Et puis des clients qui vont potentiellement ailleurs. Sauf si le modèle n'est pas vendu ailleurs. Ailleurs, ok. Et donc, pardon, je reviens sur ce qu'on disait avant, mais avec votre taille, tout à fait honorable, mais donc 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, on pèse suffisamment pour que ces marques très installées, je voyais qu'il y a Camper aussi, vous interroge, fasse du modèle adapté à vos contraintes, à vos besoins? Il y a certaines marques où on voit clairement que, comme tu dis, on est très petit et en gros circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y a d'autres où on a des très bonnes relations. Par exemple, le Kickers, avant de les proposer, on vendait les chaussons Robies. Et en fait, c'est le même, c'est Royer aussi. Donc, c'est après avoir eu, on va dire, un bon historique avec eux qu'on était arrivé au fait qu'ils nous proposent de modifier des modèles. En gros, ça n'a pas démarré directement avec les modèles Kickers. Et ce qui se passe aussi, c'est que aujourd'hui, le marché de la chaussure enfant, il évolue beaucoup.
Il y a la plupart des parents qui veulent mettre des petites sneakers à leur bébé, à leur enfant, pour faire comme eux. Les mini chaussures pour être mini-moi. Et... Qui sont pas du tout adaptés à la motricité équilibrée. Ouais, bien sûr. Pas du tout. Je me bats contre ça. Nos enfants ne sont pas des adultes en miniature. et du coup, ça veut dire que les chausseurs, ça veut dire que les marques plus classiques de chaussures enfants, plus traditionnelles, perdent énormément de parts de marché et cherchent par tous les moyens à essayer de les retrouver. Et même si effectivement on n'est pas encore un géant, on commence à peser quand même un petit peu dans le monde de la chaussure pour enfants. Et ils ont envie d'être revendus sur notre site parce que ça leur apporte une certaine légitimité. Alors, je sais pas si mon calcul est idiot ou pas, mais je regardais là, 715 000 naissances l'année dernière, ou là, il y a 2 ans, on va dire 700 000 par an, fois 30 €, fois 2 paires par an, fois 12 ans, ça fait un marché à 500 millions. Je suis loin du compte. C'était quoi les 30 €? 30 €, c'est le prix d'un chausson ou d'une petite. Alors ça va parfois beaucoup plus haut, on est d'accord. D'un petit chausson. Ouais. Là, une de nos problématiques des 2, 3, 4 dernières années, c'est le prix d'une paire de chaussures. Les chaussons, on va dire c'est 30, 35, 40. Et les chaussures, on a franchi la barre des 70 €. Oui, c'est vrai, je suis bête. Depuis 2, 3 ans. Presque 2 ans. Ouais. Même nous, ça nous fait mal au cœur de vendre des chaussures à ce prix-là parce qu'on se dit... Parce qu'elles durent 4 mois. Parce qu'elles durent 4 mois. Mais la réalité des coûts, sachant que... De la qualité ? De la qualité, oui. Sachant que depuis maintenant... plusieurs années, on essaie d'avoir des fournisseurs qui fabriquent en Europe le plus possible. Et ça a un coût. Ok. Mais donc, ma réflexion, c'est que le marché, il fait entre 500 millions et 1 milliard, j'ai dit une bêtise, de la chaussure pour le moins de 12 ans. Là, le marché français de la chaussure pour enfants, c'est 1,9 milliard. Donc, j'étais à la moitié, j'étais loin. Et t'es à 400 millions de paires vendues. Ok. Un peu moins de 2 milliards, vous avez 6 millions, ça fait... il y a encore... il y a encore une marge de progression, mais c'est super, c'est top. En fait, tu as 12% pour la vente en ligne sur la chaussure enfant. Et sur ces 12%, on représente 3%. Okay. Voilà, c'est pas encore géant. 3% des 12% de la chaussure enfant. Exactement. Donc c'est encore petit. Et en moyenne, les enfants ont 6 paires par an. Ah, voilà, moi je me suis dit 2 par an. 6 en moyenne. Mais qui sont ses parents? Présentez-les-moi. Écoute, au départ, quand ils sont tout petits, ils peuvent changer de pointure tous les 2-3 mois. Ça se calme après, c'est juste que t'as un peu oublié. Ouais, c'est vrai, j'ai dû oublier. Et t'as aussi, il faut une botte de pluie pour aller à la ferme, il faut une paire de sandales pour aller à la plage, il faut une basket pour le sport. Il faut un chausson de... Mais souvent, tu récupères aussi la basket ou la chaussure ou la kicker du grand frère. Ouais, est-ce que ça te semble une bonne idée? Évidemment non, parce que je le sais. Mais c'est pas... Et explique-moi pourquoi c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Déjà, la chaussure va prendre la forme du pied de l'enfant. Surtout... quand c'est des enfants petits qui ont encore une marche qui est assez asymétrique, ça veut dire que la semelle, elle va pas rester complètement symétrique. Donc, ça veut dire que l'enfant suivant, il va être déjà impacté par la marche du premier. Après, tu as aussi l'usure, parce qu'un enfant petit, ça use très vite ses chaussures. Et tu as aussi que si tu as une chaussure toute en cuir, par exemple, tu vas pas la passer à la machine à laver. Et si elle a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans dans un placard, tu as une prolifération bactérienne, champignons, tout ce que tu peux imaginer, une jolie boîte de pétri dans la chaussure. Et voilà, c'est pas fou. Donc oui, pourquoi pas passer une paire de chaussons qui a été portée quelques mois. Par contre, sur une chaussure que tu peux pas laver et où la semelle est abîmée, vraiment, je te le déconseille. Ouais. Très bien, mais il y a ça, il y a aussi, et de la même manière, parfois le vintage, enfin la seconde main. Ouais, c'est sûr. Je dis vintage, mais c'est la seconde de manière générale, qui sont pas forcément des bonnes idées, parce qu'effectivement, le pied est déjà fait pour un autre enfant. Et... les mêmes critères, c'est-à-dire vérifier, est-ce que la semelle, elle paraît bien neuve, est-ce que la chaussure peut être lavée, est-ce que...
On a 1,9 enfants par femme en France, je crois. 1,2, 1,4, Ouais, peu importe. ça change beaucoup, mais c'est moins de 2. On a parfois plusieurs enfants. 1,8 peut-être. Vous existez depuis 20 ans. Vous vous accompagnez aujourd'hui de la naissance jusqu'au collège, c'est ça? C'est quoi le collège? C'est 13 ans? Ouais, on va 11-12 ans. Début du collège. 11-12? Ouais. Bon, si on a 11-12 ans. redoublé. Bon, vous accompagnez sur les 10 premières années de la vie. Comment est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez mis en place et comment vous organisez aujourd'hui pour accompagner les parents pour chausser le premier enfant ou un enfant, pardon, lors de sa croissance, et puis le suivant, et ainsi de suite. En gros, CRM. Oui, je dirais que je reviens à la première chose, c'est le fait de simplifier la vie des parents pour leur première commande. En tout cas, on essaie de mettre tout en place pour que ce soit facile, et que ça a un impact sur le parent pour qu'il recommande. Après... Et ensuite de l'email, C'est très récent. Ok. C'est très récent parce que on a quitté notre site PrestaShop en juillet 2024 pour passer sur Shopify parce que le site de PrestaShop tenait plus du tout la route, au point que quand il y avait des soldes ou une sortie de collection très attendue, le site plantait longtemps. À cause de notre outil Aide-moi à choisir, où en fait tous les parents rentraient des données en même temps. Et voilà, le site planté, c'était vraiment compliqué et on s'empêchait en fait de faire des newsletters, on s'empêchait de communiquer pour éviter un afflux de public sur une même période. Et depuis juillet 2024... Donc, en même temps que la bascule vers Shopify, on est passé à Klaviyo et on travaille avec Email Club pour le... Qu'on salue, Thomas Pédegaille, qui est un habitué du panier. Oui. Très sympa, Thomas, qui nous a bien guidés, parce qu'on découvrait tout ça, en fait. On n'avait encore jamais fait de campagne d'email, de flow. On utilisait MailChimp pour envoyer des newsletters, mais c'était, on va dire, 2-3 par an pour le début des soldes, pour annoncer quelque chose, mais rien de structuré. Ok, compris. Alors c'est quand même beau d'être arrivé jusqu'à 6,6 millions, je l'ai dit, en 2024, qui est l'année de votre bascule, de PrestaShop à Shopify, de MailChimp à Klaviyo, pardon, et à la mise en place, j'imagine, du coup, de scénarios et d'automatisation, d'automations, pour accélérer la base qui fait une cinquantaine, tu me disais, 60 000 emails d'opt-in dans ces eaux-là. Il me semble que c'est ça. Ouais. Je m'en occupe pas trop, alors. Dans un marché à 2 milliards où vous pesez, c'est 6 millions, il y a une belle marge de progression. Est-ce que, donc ça c'est juillet 2024 la bascule, on est en mai, donc on va dire mai 2025, ça fait presque un an. Est-ce que quels apprentissages déjà sur cette migration et ces nouveaux outils marketing vous pouvez nous partager? Personnellement, avec mon regard sur, on va dire, des chiffres et par rapport à la progression qu'on avait, on va dire, avant, je n'arrive pas encore à attribuer, on va dire, la progression qu'on connaît aujourd'hui à tel ou tel canal. Oui. Je dirais que j'attendrai d'avoir au moins un an et demi d'historique avec Shopify, avec tout ce qu'on a mis en place pour bien l'évaluer. Parce que quelque part, la progression qu'on est en train de connaître ce début d'année est similaire à ce qu'on avait avant. Sauf que en volume, c'est plus important. En volume, c'est plus important, mais la progression est similaire. Donc, vous connaissez pas la crise cette année? Non. Pour l'instant, on est sur les 4 premiers mois, on est à 25-30% de croissance. Par rapport à l'année dernière? Ouais, donc à cette la année, même période. vous allez viser un 7 millions, 5, 8 millions. Même 8 millions, 8,5 peut-être. Ok. C'est super et tant mieux. J'étais en train de me dire pendant que tu parlais, Mouad, que on continue de chausser nos enfants quoi qu'il arrive. La pyramide de Maslow, on doit être assez haut. Alors peut-être qu'on rechigne plus à dépenser 70 €, peut-être qu'on va chercher la seconde main ou des bonnes affaires, mais que notre enfant, on a besoin de le chausser. Ouais. Oui. Et surtout,
tu as besoin de le chausser en essayant d'être au plus proche de ses besoins. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Et en étant proche de ses besoins, tu peux pas choisir n'importe quelle paire de chaussures. Tu vas y faire attention. Et je préfère vraiment qu'un enfant ait qu'une seule paire de chaussures en même temps, mais bien sélectionnées, plutôt que des chaussures achetées à petit prix et qu'il ait 4, 5, 6 paires dans sa garde-robe. Un enfant, il n'a pas du tout besoin de ça. Et on fait des enfants pas pour faire des poupées qu'on habille. Donc c'est... Ça dépend qui. Ouais, c'est ma vision. Je suis d'accord. Et voilà, si on fait un enfant, on essaye de respecter son corps et ses besoins. Donc, je pense que la croissance, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les aînés soient chaussés, puis les plus petits. Mais en fait, c'est juste que les parents, ils voient leur enfant courir, ils ont jamais mal aux pieds, ils ont jamais mal aux jambes, ils ont jamais une ampoule. Et donc, ils se disent, pourquoi je changerais pour le deuxième ? Et en fait, c'est que ça qui fait qu'aujourd'hui, on a de la croissance. Parce qu'on fait pas de publicité, on fait très peu, voire pas d'influence. Et c'est le bouche à oreille. Et donc, comme disait Moad, maintenant, un peu de newsletter, les flows que Email Club nous a installés. On était très réticents le fait de mettre, par exemple, la pop-up sur la page d'accueil pour récupérer les adresses mail des clients. Mais on a fini par la mettre. Ouais. Donc, je pense que ça permet d'augmenter la base client pour aller dans le sens de ta question. Ok, compris. T'as dit pas d'achat média ? Non. Jamais. Jamais. Et c'est dans les... Parce que t'as un enjeu de conquête. Le parent, on le devient. Et si on a dans notre entourage des gens qui nous conseillent Petit Pas de Géant pour aller acheter les premiers chaussons ou les premières chaussures, très bien, mais t'as quand même un enjeu de conquête. Donc ta conquête, tu l'as fait comment ? Si c'est pas le bouche à oreille, t'as ton site, pardon. Oh, je parle comme un vieux. T'as ton compte Insta, ouais. Ton profil Insta avec 80 000 followers, c'est quand même déjà là un beau levier d'influence et de communication. Ouais. Il y a quoi d'autre ? Le SEO. Ouais, avec le SEO, on travaille une autorité, avec... t'as 20 ans d'historique, ouais. Donc... Déjà, on a ça, 20 ans d'historique et Google, ça lui plaît bien. Et ça, vous le travaillez comment ? Et en fait, depuis qu'on est passé... donc, tu sais, on a fait la migration PrestaShop Shopify, et là, on s'est fait accompagner par une agence. Je peux les citer ? Tu peux les citer. Ils sont super. Flair Agency, okay. Qui nous ont aidés en fait. Ils ont regardé la maquette du site Shopify telle qu'elle allait être et ils nous ont donné plein de conseils au moment de la migration. Donc on a travaillé avec eux 3-4 mois avant le lancement du site pour qu'ils s'assurent que le site il est bien fait, que les liens par soient... rapport aux critères SEO. Ouais. Que les liens aient bien des bonnes redirections et voilà. Et aujourd'hui, ils continuent à nous accompagner sur du SEO avec nos articles de blog, avec les fiches produits. Mais ça, c'est 2024. Le SEO, vous le faites depuis quand ? Après, on était déjà accompagné avec pour notre site PrestaShop, on était déjà accompagné par c'était une autre agence. Et quel rythme de publication, quel type de contenu ? Articles de blog. Ouais. À quel rythme ? Je peux aller regarder. J'ai peur de faire une bêtise, de te dire une bêtise parce que je m'en occupe plus. Peut-être 1 tous les 15 jours. Ou... Ok. C'est ce que je vois depuis le début de l'année, là. Ouais. Et il y a aussi des liens externes. Donc, je sais pas, ils nous trouvent des sites qu'ils trouvent très intéressants et ils leur demandent si ils peuvent mettre un article sur Petit Pas de Géant. Il y a aussi les fiches produits qui sont pensées avec certains mots-clés. Très bien. Et là-dessus, vous êtes accompagné. C'est important de se faire accompagner. Ouais, c'est sûr. C'est un métier à part entière. Oui, même si les critères, comme d'autres choses, ne nous conviennent pas forcément. Dans le sens où il faut mettre du texte, même s'il est pour Google et pas pour les humains.
Au départ, en tout cas, moi, je suis réticent, mais on finit par les mettre quand même. Alors, c'est pire que ça aujourd'hui, parce que maintenant, on peut faire du clocking aussi pour les LLM, les Generative Search Engines, donc les chats GPT et autres. Ouais. On a fait un super épisode, je crois qu'il sera sorti au moment de la diffusion de celui-ci, que je dise pas de bêtises, où est la date. Je crois qu'il est sorti la semaine dernière, au moment où vous écoutez cet épisode, chers auditrices, chers auditeurs, mais un épisode sur l'IA, le SEO, avec Greg Perrin et Sylvain Perronnet, tous les deux des experts dans leur domaine. Alors, Grégory Perrin, on le connaît parce qu'il anime l'Ecom Day, et puis il est déjà passé sur le panier, il gère le digital pour Okara, qui vend des montres et des bijoux en ligne. Sylvain est plus discret, mais c'est un chercheur en IA. Et donc, en gros, la conclusion, enfin, pas la conclusion, mais l'un des apprentissages de cet épisode, c'est que les LLM vont crawler Internet comme les moteurs de recherche le font, et qu'il faut pas présenter le même type d'information à un LLM, excusez-moi, qu'à un crawler de moteur de recherche. Je n'ai pas encore écouté l'épisode, mais je me dis, j'espère que l'IA, elle est intelligente, qu'il n'y ait pas besoin de s'adapter à elle. Et ben malheureusement, pour l'instant en tout cas, mais ça change tous les mois. Donc, mais pour l'instant, oui, c'est quand même. Et il m'expliquait dans cet épisode que des chercheurs ont réussi dans des laboratoires de GIO, donc de Generative Engine Optimization, donc c'est comment optimiser pour remonter dans ChatGPT et ses confrères. Ils ont réussi en tweakant justement la manière dont ils montraient leur page au crawler de LLM à remonter de 9 à, je crois, c'est 112% dans certains moteurs, en certaines conditions. On a encore du boulot. On a encore du boulot. Mais donc toi, mais alors c'est marrant parce que tu transpires un peu conservateur, oui. Ouais, conservateur, et surtout auprès de ta mission, enfin loin du Non, proche de l'activité du feedback client, mais je dirais que pendant longtemps, on se disait que c'est un peu prétentieux de se dire que il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas normales, et qu'il y a une certaine résistance. Après, je vois qu'avec on va dire, le volume, et que on était très niche par rapport aux produits qu'on vend, et que depuis, on va dire, 2-3 ans, on sort, on va dire, de la niche dans le sens où on touche des clients un peu différents. Un plus large public. Ouais, voilà. Combien de paires par an vous vendez ? C'est quoi le panier moyen, pardon ? Le panier moyen... Enfin, le prix moyen, pardon, pas le panier. Il peut y avoir plusieurs produits dans un panier, enfin Ouais. Combien de paires en gros ? Le panier moyen, il est en euros, il est de 74 à peu près. Ah, donc un produit. Mais il est la commande moyenne, elle est de 1,6. Ah, 1,6 produits. Donc ça fait 40 euros. En fait, 45 c'est euros que les chaussures, c'est 70, mais on a des chaussons, on a des bottes de pluie, on a des accessoires comme les imperméabilisants. Et donc ça fait 150 000 paires à peu près vendues l'année dernière sur le site. Je dis une bêtise, si mes calculs sont bons. Oui, c'est 170 000 à peu près. 170 000, ok. Bravo. C'est plus sur les 12 derniers mois. Je sais pas de... Ok, compris. Et tu sais pourquoi on fait aussi pas de publicité et tout ça ? Mais parce que nous, on est en train de jongler entre la croissance et la trésorerie. Et qu'à un moment donné, si on fait venir aussi trop de monde, on risque d'avoir aussi beaucoup de déceptions parce qu'il n'y aura pas assez de stock. Et sauf que pour avoir plus de stock, il faut avoir une plus grosse trésorerie. Donc vous n'avez jamais levé des fonds, vous êtes accompagné, vous avez fait des prêts, vous avez... Oui, avec des prêts classiques avec notre banque. Ouais. Ok. Il y avait le PGE là pendant la période Covid. Vous avez pris. Comme ça. Ouais. Ok. Et on va tranquillement atterrir, mais vous avez un beau canon de vente de chaussures qui respectent vos contraintes et votre promesse. Vous avez une belle croissance. Vous avez déjà pensé à lancer votre propre marque ? Ouais, on y a pensé longtemps. Je dirais même que la plupart des commerciaux des marques qu'on revend nous disent chaque année, mais maintenant que vous connaissez si bien la chaussure enfant, pourquoi est-ce que vous créez pas votre propre marque ?
Et bon, tu l'as en exclusivité. Ouais, ça va arriver. On espère pour la rentrée, là. Pour la rentrée de septembre 2025. Quelques mois à peine. Ouais. On a pensé le projet, le modèle est dessiné. On s'est fait accompagner par un designer qui est super chouette, qui est sur Bordeaux, qui s'appelle Germain. Ok. Et c'est un Monsieur designer. Il s'appelle juste Germain. Ouais, C'est Monsieur Germain. C'est juste. Okay. Germain Thomine, mais on l'appelle Germain. Ok. Monsieur Germain. Et lui, il accompagne d'autres marques. Il accompagne plein de marques, je sais pas, Veja, Salomon. Enfin, vraiment, c'est un super chouette footwear designer. Et on lui a expliqué tous nos critères, tels que je te les ai présentés au départ. Et on lui a dit, nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est une sneakers. Parce que c'est vers là où parce que le les gens public en va. veulent. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on bloque parce que nos chaussures, elles sont plutôt plus traditionnelles. Plus bébé, un rendu enfant, bébé. Et comme disait tout à l'heure Maud, c'est que on perd les clients parce qu'ils veulent des sneakers, des Adidas. Donc, voilà. Donc nous, les chaussures qu'on veut lancer, c'est qui allient, on va dire, les sneakers et nos critères. Ok. Ouais. Génial. Donc lancement à la rentrée. Ouais. Designée à Bordeaux, produite à côté de Porto. Ok, au Portugal, comme un super atelier, Ouais. l'atelier de l'Europe du textile et de la chaussure. Exactement. C'était au plus proche, au niveau éthique, écologie, c'est ce qui nous convenait vraiment le mieux. La cible en termes d'âge? Du 24 au 35, donc on va dire de 2 ans et demi jusqu'à CM2. Ok. Distribué sur votre site, sur son propre site, c'est des questions en suspens? Sur les deux. En vrai, c'est ce que je vous aurais conseillé. Oui, sur Petit Pas de Géant et sur... le site de la marque, dont le branding est déjà fait. Ouais, le branding, il est déjà fait. Tout ça, c'est déjà pensé. C'est un peu mon dada, c'est ce que j'aime faire. Est-ce que tu veux le donner ou pas? Est-ce que vous voulez le donner, le nom de la marque? Le nom de la marque? Ouais, on peut. Donc, ça s'appellera Twist, TWEEST. Ok. Et vous verrez, il y a une petite particularité. Pourquoi il y a 2 E? C'est un E pour le pied droit, un E pour le pied gauche. Et en fonction de s'il se regarde ou s'il se tourne le dos, les chaussures sont dans le bon sens. Enfin, il y aura plein de petites astuces comme ça sur les chaussures. Pour aider l'enfant. Pour que ça devienne ses chaussures préférées. Donc. Génial, lancement en septembre, à la rentrée. Ouais. Cette année, suivez l'aventure, Twist, TWEEST. Lors de notre discussion, là, on va attirer là-dessus, mais j'ai des questions plus personnelles. Ça fait 19 ans dans la vie de l'entrepreneuriat, dans le e-commerce, dans la distribution. Quand on est en plus distributeur de produits qui ne sont pas les siens, il y a des hauts et des bas, énormément de difficultés. Vous êtes autofinancé, vous avez pris un PGE, mais vous êtes autofinancé. Donc rentable depuis le premier jour. Toutes les années ont été rentables? Toutes les années, oui. Toutes les années ont été rentables? Il y a eu quelques années un peu difficiles, mais... Mais toutes les années, ok. Rentables. Avec un peu de prise de hauteur, c'est long, 19 ans. Ouais, Oui, c'est c'est très long. J'ai rencontré aucune boîte qui avait, je sais pas, entre 10 et 50, tu vois, mais j'exagère, mais et en couple en plus. C'est long, mais... Est-ce qu'il y a un conseil pour la longévité? Est-ce qu'il y a, tu vois, des apprentissages? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce que... Déjà, je vais te dire qu'au départ, nous, on pensait pas du tout créer un e-commerce. Enfin, on pensait avoir une petite activité, vendre quelques paires de chaussures pour aider des parents et gagner un peu d'argent en plus de nos activités respectives. On était jeunes parents. C'est ma maman qui nous a avancé 1 000 €, c'est avec ça qu'on a commencé et on lui a remboursé après. Donc pour nous, c'était vraiment pas on va lancer une start-up. Et en fait, comme notre projet, il était déjà très petit à la base, on n'avait pas un objectif et des ambitions à atteindre. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'accepter une croissance très lente pendant longtemps. J'avais même un autre travail en parallèle. Et par contre, là, depuis le Covid, là, par contre, c'est en train de sérieusement accélérer. Et ça vous convient? Oui et non. C'est une vraie question parce que... En fait, je dirais que c'est une autre activité depuis le Covid, en fait. Même si on va dire, l'historique de presque 15 ans avant, on est passé à autre chose.
Ça nous convient oui et non, parce que ça veut dire que tu deviens responsable d'une équipe. Aujourd'hui, on a 6 salariés. Plus on travaille avec un logisticien parce qu'on a dû externaliser la logistique. Avant, moi, de se lever à 3-4 heures du matin, il sortait les chaussures des étagères pour que la personne qui nous aidait à faire les colis n'ait plus que à emballer. Mais à un moment donné, le couple, la vie de famille, c'est plus possible de tenir comme ça. Donc on a externalisé ça. Ça veut dire s'occuper d'une équipe. Ça veut dire gérer des agences avec qui on travaille. Et ça, ce métier-là, on le découvre. Et ça peut créer des tensions. Ça arrive. Heureusement, sinon on est humain. Ouais. Enfin, sinon on ne l'est pas, je veux dire. Ouais, on n'a pas le même rythme en plus. J'ai tendance à vouloir accélérer ce qui peut l'être. Et moi, a tendance, tu l'as remarqué, à freiner un peu, à dire observons avant de prendre des décisions. Donc, est-ce que, alors ça c'est aussi une question assez personnelle, est-ce que la crainte de l'échec augmente avec le temps? Est-ce que tu vois, plus le temps passe et vous n'avez pas encore sécurisé, j'imagine, au sens où on l'entend dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas sorti 5 millions pour acheter 50 appartements et vous assurer une retraite. Or le temps passe, la croissance est là, donc c'est super. Donc c'est toujours un beau potentiel en termes patrimonial. Ma question, est-ce que la crainte augmente avec le temps? Est-ce que la crainte, je sais pas, du changement, de l'échec Je dirais que moi j'ai pas du tout ce sentiment là de crainte. Okay. Non. Moi non plus. On a tellement de bons retours des parents qu'aujourd'hui je me dis pourquoi ça s'arrêterait. Okay. Et notre fille semble assez intéressée par rejoindre l'équipe. Elle a 17 ans. Elle a eu 17 ans hier. Maëra. Ok, je vais venir sur Maëra. Et Imran, non. Imran, il veut être médecin. Il est en 2e année de médecine. Il veut même être chercheur. Et pas médecine orthopédique? Non, pas du tout. C'est tout ce qui est traitement contre le cancer qui l'intéresse. Mais c'est sûr que l'activité, elle demande un autre mode de fonctionnement. Et on est encore en cours de recherche de comment on fait. Je comprends. C'est un projet passionnant. Chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez poursuivre la conversation, vous pouvez avec Maud, mais pas Mouad, qui n'est pas présente sur LinkedIn. Non, c'est Mouad Harris et Maud Lévesque. Maud sans E et Lévesque, c'est L-E-V-E-Q-U-E sur LinkedIn pour poursuivre la conversation. Évidemment, allez faire un tour sur petit, au pluriel, petit, pas de géant, géant au singulier.com. Pareil sur Instagram et rendez-vous rapidement sur Twist, T-W-E-E-S-T. .com. Ouais. Putain, il a dû coûter cher, lui, non? Même pas. Plus cher qu'un .com libre. Libre, oui. Mais... Super, non, mais très bien. On a eu du bol pour ça. Twist.com. Formidable. Merci à vous deux, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Merci à toi. Merci. Et bravo pour cette belle aventure. Merci à tous pour l'écoute. À bientôt. À bientôt, salut. Merci.